Il est 7h33 et Louis Dauphren, ce matin, votre grand témoin est Jean-Marc Daniel, professeur émérite d'économie à l'ESCP, spécialiste de l'histoire de la pensée économique. Il publie une nouvelle leçon d'histoire économique, dette, inflation, transition énergétique et travail, tout un programme. C'est chez Odile Jacob. Oui, la confiance sera sans doute le mot de la rentrée. Confiance et foi, vous savez, c'est la même racine étymologique. Fides, on peut la demander, la confiance, la souhaiter, mais on ne peut pas la décréter. François Bayrou estime qu'il n'y a aucune politique courageuse possible sans l'assentiment minimal des Français et de ceux qui les représentent, sans vote de confiance donc, juge le Premier ministre. Sans cette entente sur le diagnostic, alors la situation sera interprétée sur le mode conflictuel, le pouvoir contre les Français, le haut contre le bas. Comment faire en sorte que le chaos ne prévale point ? Que signifie la justice quand on parle d'économie, de budget, de fiscalité ? Jean-Marc Daniel, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, spécialiste donc de l'histoire de la pensée économique. Vous reprenez aussi vos causeries, ce sera le 13 septembre au Théâtre de Poche à Montparnasse, à Paris, pour ceux qui pourront y être. Et ça s'appelle « Économie, à quoi faut-il s'attendre ?» à 21h, tous les lundis, je précise. Alors Jean-Marc Daniel, puisque vous avez de bonnes idées, que vous avez un diagnostic, on va essayer de s'intéresser aussi à la figure de saint Thomas d'Aquin, puisque vous êtes originaire d'une famille protestante entre Libourne et Bergerac, et que Thomas d'Aquin à sa sépulture à Toulouse. C'est ça? Absolument, oui. Thomas d'Aquin était très influencé par les dominicains. Il était dominicain lui-même, et les dominicains ont connu leur heure de gloire au XIIIe siècle dans la région de Toulouse. Et il a tenu à être enterré là. Et j'invite les gens à aller voir son tombeau. C'est un lieu dans le centre historique de Toulouse qui mérite d'être vu. Thomas d'Aquin, c'est le juste prix. La juste économie, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Thomas d'Aquin, effectivement, c'est le juste prix. C'est cette idée que dans la justice, il doit y avoir satisfaction aussi bien de l'offreur et du demandeur, de celui qui achète et de celui qui vend. Et donc, il applique cette théorie à tout un tas d'organisations d'échanges, autour de l'échange, en particulier dans la détermination du salaire. Il dit il y a un juste salaire. Donc, il reprend une formule de Saint Paul. Donc, Saint Paul dit deux choses. Il dit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, le travail est à l'origine, effectivement, de la création de richesse. Et la deuxième, c'est que tout travail mérite salaire. C'est-à-dire qu'il faut rémunérer. Mais Thomas précise que la personne qui mobilise le travail est en droit d'attendre une production en face de ce travail. Et donc, il y a ce qu'il appelle une justice commutative, c'est-à-dire la justice née de l'échange libre. Et cet échange libre, c'est un peu les conditions de la concurrence telle que elle a été définie par les économistes du 19e et du début du 20e siècle. Et il y a la justice caritative. Voilà. Et alors, ce que Thomas précise, c'est que si on considère qu'effectivement, la justice commutative ne permet pas aux salariés d'avoir une vie décente ou ne permet pas à l'entrepreneur de s'y retrouver, à ce moment-là, eh bien, les gens qui interviennent dans cet échange ou les gens qui sont extérieurs à cet échange mais qui observent cet échange, en tant que chrétiens, peuvent s'associer au travers de la charité. Et donc, on doit avoir des actes de charité qui complètent la justice commutative. Mais ce que dit bien Thomas et ce que reprennent d'ailleurs les économistes de l'école de Salamanque, qui sont les économistes espagnols de la période de Charles Quint, ce qu'ils mettent bien en avant, c'est le fait qu'il faut préserver la logique du marché, c'est-à-dire, et notamment ce sur quoi ils insistent dans la logique du marché, c'est l'égalité de l'information. Il faut que l'offreur dise véritablement ce qu'il vend et que le demandeur sache parfaitement ce qu'il fait, ce qu'il a envie de faire, et surtout qu'il ne cherche pas à gruger la personne qu'il a en face de lui, que l'offreur et le demandeur ne cherchent pas à s'escroquer. Jean-Marc Daniel, si on boucle avec François Bayrou, et on sait que le 8 septembre sera une date décisive, lui parle de jours cruciaux en ce moment. Acquiescez-vous à l'idée que François Bayrou organise son suicide politique? Oui, je pense que sa démarche est assez curieuse, c'est-à-dire que personne ne l'obligeait à demander cette confiance. Vous avez dit que confiance et foi, c'est la même chose, mais en latin, la confiance, c'est aussi le crédit. C'est-à-dire le crédit, c'est de faire confiance à quelqu'un. Donc, le crédit, ça suppose effectivement que les gens, j'en reviens à saint Thomas, les gens ne cherchent pas à abuser les autres. C'est-à-dire que ce que dit bien saint Thomas, c'est que toute l'organisation de l'économie repose sur une forme d'honnêteté où on ne cherche pas à abuser les autres, on ne cherche pas à ruser. Et donc là, on a l'impression qu'il s'agit d'une ruse politique. Un certain nombre de gens commencent à dire, en fait, il veut partir en martyr, pour reprendre un vocabulaire proche de la religion, pour pouvoir organiser à la fois sa réélection triomphale à Pau municipale de l'année prochaine et sa candidature à la présidentielle. Or, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sa communication est une communication dans laquelle, effectivement, il a en plus donné l'impression qu'on ne pouvait pas faire autrement que de
que de le désavouer. C'est-à-dire qu'il est assez brutal dans sa communication, il est excessif dans la présentation de la situation, il emploie des mots qui ne sont pas des mots de description de ce qu'il prépare, mais qui sont des mots véritablement d'apocalypse, pour reprendre là aussi un langage religieux. C'est le chaos, c'est bon. Alors que la situation est sérieuse, la situation est préoccupante, mais ça ne nécessite pas non plus cet appel systématique à la catastrophe imminente, cet appel au ressaisissement, cet appel à l'effort. C'est un peu comme quand on nous disait la France est en guerre et tout ça. Enfin, il y a un excès dans le langage qui est un excès qui annonce probablement une volonté de partir. Le spectre du FMI qui est là mal placé? Ah oui, totalement mal placé, parce que le FMI, d'une part, ne correspond pas aux enjeux de l'économie française. Les gens oublient que le FMI, c'est un organisme qui a été créé pour fournir aux pays qui sont en déficit extérieur les dollars dont ils ont besoin. C'est-à-dire le FMI prête des dollars, et on a besoin de dollars pour acheter des importations parce qu'on est en déficit extérieur. Et la France est en léger déficit extérieur. L'année dernière, elle a même été en excédent grâce aux Jeux Olympiques, parce qu'elle a exporté beaucoup, c'est-à-dire elle a exporté au travers de la venue de touristes, elle a exporté au travers de la célébrité qui a été acquise par Paris dans ces Jeux Olympiques. Mais la France est en déficit, elle est en déficit hélas de façon assez régulière depuis 2002. Elle est en déficit parce qu'elle ne travaille pas assez, donc elle ne travaille pas assez, elle ne produit pas assez, donc elle n'exporte pas assez. Et ça, c'est depuis les 35 heures, c'est assez mathématique. Mais ce déficit reste quand même relativement limité par rapport à ce qu'ont connu des pays qui ont été en tutelle du FMI. Et surtout, ce déficit est compensé par le fait que nous sommes dans une zone monétaire qui fait que concrètement, nos importations sont payées par les exportations allemandes. Concrètement, nous n'avons aucun problème pour boucler nos comptes extérieurs. Quand on cherche des dollars, on les trouve dans la caisse commune que représente la BCE. Donc, on n'est pas du tout sur le cas théorique du FMI. Alors, pourquoi faire appel au FMI? Parce que le FMI, c'est le méchant. C'est le pays qui est sous tutelle du FMI. Quand rien ne va plus. Quand rien ne va plus. Et puis alors, c'est le gros bâton, ça cogne, ça fait mal. Moi, je suis d'une génération qui a connu l'élection de Margaret Thatcher. Le Royaume-Uni des années 70, lui, était en déficit extérieur très sévère, n'arrivait pas à boucler ses comptes extérieurs, a dû faire appel au FMI. Et Margaret Thatcher a eu comme slogan de campagne électorale, elle n'a pas présenté un programme, elle a affiché simplement sur des affiches. On voyait 3 personnes dans l'aéroport d'Heathrow avec écrit en dessous « IMF ». Never again. C'était plus jamais ça, plus jamais cette humiliation. Et donc, l'appel au FMI, c'est aussi une façon de dire aux Français, vous ne vous rendez pas compte de cette indignité dans laquelle vous allez sombrer. Non seulement votre pouvoir d'achat va être touché par l'évolution actuelle et par l'appel au FMI, en plus, pour quelle indignité, comme aurait dit l'ancien président de la République. C'est vraiment, vous vous abaissez à des niveaux qui sont des niveaux qui ne sont pas ceux auxquels devrait se trouver la France. Une forme de chantage moral. Jean-Marc Daniel, les chrétiens, s'ils s'inspirent de Rerum Novarum en particulier, sont aussi bien attachés au capital qu'au travail. Les deux sont nécessaires. On aura l'occasion sans doute d'ailleurs de parler de cette compatibilité nécessaire entre les deux. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un moyen de se forger une bonne opinion sur ces 40 milliards d'économies? Pourquoi 40 milliards et sur les propositions formulées par François Bayrou, est-ce que vous-même, vous faites un droit d'inventaire? Oui, je pense qu'il faut faire un droit d'inventaire. D'abord, là aussi, la communication est étrange quand vous regardez les dépenses publiques, puisque faire des économies, c'est normalement diminuer les dépenses. Donc, vous regardez les dépenses publiques, celles de cette année, donc 2025, on discute du budget 2026. Donc, c'est les dépenses qui sont prévues pour 2026. Ces dépenses prévues pour 2026 sont de 1722 milliards dans le projet qui a été présenté par le Premier ministre. Or, vous regardez les dépenses qui sont prévues pour cette année, on aura probablement des dépenses aux alentours de 1700 milliards. Donc vous arrivez avec 1700 milliards, vous finissez à 1722 et vous dites vous avons fait 40 milliards d'économies. Donc c'est totalement incompréhensible. En réalité, ces 40 milliards, ils sont une espèce de présentation en disant si on n'avait rien fait, mais vous savez avec des si on mettrait pareil en bouteille, si on n'avait rien fait, si on avait laissé la tendance naturelle s'exprimer, le budget aurait été de 1750 milliards et donc les 1722 c'est une économie par rapport aux 1750. Et puis alors il y a des choses que de toute façon on ne pouvait pas éviter, l'augmentation du budget de la défense, ça c'est vrai, et puis surtout l'augmentation de la charge de la dette. Plus on s'endette, plus il faut payer d'intérêts. Et comme on a une dette très importante et des taux d'intérêt qui remontent, la charge n'arrête pas d'augmenter. Donc c'est une présentation qui est une présentation là aussi totalement artificielle. Après, sur le fond, la question qui se pose, c'est qui va payer? C'est-à-dire, là aussi, les scolastiques disaient régulièrement « quis pagit ?» Qui paie? Et donc, qui paie? Et donc, là, vous avez un discours qui est un discours où on annonce qu'on va faire des économies.
Et puis, simultanément, on désigne des gens que l'on menace d'augmentation d'impôts. Or, des impôts, ce n'est pas des économies. Donc, c'est tout le discours sur les boomers qui sont présentés comme étant des privilégiés. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils voient arriver leur retraite, qui se posent quand même la question de savoir où est leur privilège. Vous avez les riches. Alors, sans qu'on sache véritablement quelle est la définition du riche, vous avez les entreprises dont on dit, vous vous rendez compte, ils reçoivent 210 milliards d'euros de subventions, donc il va falloir augmenter leurs impôts. Donc, ce qui n'est pas si vrai en fait. C'est pas totalement, exactement. Quand on regarde dans les détails, ce chiffre est totalement, là aussi, totalement artificiel, comme les 40 milliards d'économies. Et donc, il y a derrière tout ça beaucoup de communication et assez peu de questionnement sur la dépense elle-même, c'est-à-dire que régulièrement, un certain nombre de gens disent, écoutez, il faudrait prendre le budget, et puis à l'euro près, c'est-à-dire regarder chaque euro où il va, et ce qui était un peu la logique et la démarche de la nouvelle présentation des lois de finances qui a été mise en place il y a une vingtaine d'années, qui consistait à dire, on va systématiquement se poser la question, quel est l'objectif de l'État ? Et est-ce qu'il répond correctement aux objectifs qu'il s'est assignés ? Or, cette démarche est assez artificielle, là aussi, il y a une présentation en disant voilà, mais concrètement, on ne se pose jamais vraiment de questions sur la légitimité, l'impact, le résultat des dépenses telles qu'elles sont. Les études d'impact, en fait. Voilà, il n'y a pas de véritable étude d'impact. On aurait besoin de ça. On arrive à des situations où il y a même des moments où on ne sait pas très bien, quand on demande combien il y a de fonctionnaires, vous vous apercevez que l'État est absolument incapable de donner précisément, donc on demande à des missions, de temps en temps, on dit on a émis tant de bulletins de paie, l'inspection des financements, qu'il y a tant de fonctionnaires, mais le nombre de vrais fonctionnaires, enfin le nombre réel de fonctionnaires est assez approximatif dans les analyses que l'on nous présente. En 1788, l'État en France est très endetté et la moitié du budget passe dans les intérêts de la dette. On est en 1788. La situation est comparable ? Non, parce que si vous regardez la situation en termes de charge de la dette, elle représente en ce moment 2% du PIB. Et donc, à l'époque... C'était 6 à l'époque. Oui, c'était entre 6 et 7% du PIB. Et surtout, il y a une très grande différence, c'est qu'à l'époque, le budget était un budget qui était essentiellement lié autour de l'armée. C'est-à-dire que si vous regardez la situation de 1788, c'est des charges d'intérêt qui correspondent au fait qu'on a perdu la guerre précédente. C'est-à-dire la guerre précédente, c'est celle de la guerre de 7 ans, on l'a perdue. La guerre suivante, qui est aussi une guerre, mais qui est moins importante que la guerre de 7 ans, qui est la guerre de l'indépendance des États-Unis. On l'a gagnée, mais les Américains ne vont pas payer ce qu'ils nous doivent à ce titre-là. Et donc, la guerre, on en a pris le coup, on n'en a pas récupéré les bénéfices. Et puis, vous avez un budget militaire. On a une armée qui, rapportée à l'ONU d'aujourd'hui, est une armée qui serait vécue comme étant pléthorique. Et 450 000 hommes sous Louis XIV. Oui, on a 450 000 hommes pour une population qui fait un peu moins de 20 millions d'habitants, alors que maintenant, on a 220 000 personnes pour 65 millions d'habitants. Jean-Marc Daniel, si vous devez lire dans l'avenir immédiat, il y a celui de François Bayrou, mais au-delà, il y a celui du pays et de l'instabilité politique. Vous pensez qu'il y a une incidence, il y a des risques réels aujourd'hui que la situation en France s'envenime, socialement parlant ? Oui, je pense qu'effectivement, il y a une frustration de la part de la population qui est liée à deux éléments. Le premier élément, c'est qu'elle a l'impression qu'on lui manque, on ne lui dit pas la vérité, que derrière tout ça, il y a beaucoup de communication, mais que la réalité au quotidien des gens n'est pas perçue par les élites et que les élites s'enferment dans un discours, un mélange de propagande et d'irresponsabilité. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qui est assez paradoxal, jamais le pays n'a été aussi riche, ça c'est clair. On prend, pour revenir sur les boomers, quand on a créé le SMIC en 1970, il était à 3,30 francs de l'heure. Si on le convertit en pouvoir d'achat d'aujourd'hui, ça représente l'équivalent en pouvoir d'achat de 4,50 €. Or, le SMIC est à 11,82 € de l'heure. Donc, vous avez un progrès dans le niveau de vie, dans la capacité de dépense. Or, la population se vit comme étant en train de s'appauvrir, comme elle a la nostalgie de ses 30 glorieuses. Pourquoi ? Parce que la grande différence qu'il y a, c'est qu'on n'avait pas de téléphone, on n'avait pas de salle de bain, on n'avait pas de voiture à cette époque-là, mais on avait la perspective, dans le courant de sa vie, de pouvoir accéder à des niveaux de vie qui permettraient justement d'avoir le téléphone, d'avoir une automobile, etc. Là, on a l'impression qu'effectivement, tout est immobile, rien ne passe, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. Et puis la toute dernière remarque que je ferai, c'est que le problème du pays, c'est que, je le disais, c'est les exportations allemandes qui paient les importations françaises. Et donc les Allemands,
et d'une façon générale, ce qu'on appelle les pays frugaux, c'est-à-dire les Néerlandais, mais aussi les Slovaques, les Finlandais. Les Allemands s'agacent. Voilà, ils commencent à s'agacer, et dans un pays qui est celui qui travaille le moins en Europe. Je crois que le véritable enjeu maintenant, et c'est en ça que Bayrou a un peu, permettez-moi l'expression, salopé le dossier, le véritable enjeu, c'est de remettre le pays au travail, en fait, d'augmenter la quantité de travail, et en supprimant ces 2 jours fériés, en disant de toute façon c'est pour équilibrer les comptes publics. Il a donné l'impression qu'on parlait de 1788, qu'on revenait à la corvée d'Ancien Régime, vous allez travailler pour l'État, alors qu'on devrait travailler pour notre niveau de vie. Je crois que c'est ça le véritable enjeu, c'est de faire comprendre au pays que le niveau de vie s'accompagne du travail. Si Thomas d'Aquin vivait parmi nous, quelles mesures prendrait-il aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'il reviendrait à cette formule de Saint Paul, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, il relancerait effectivement... Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aide pas ceux qui ne travaillent pas? Qu'on aide ceux qui ne travaillent pas, mais ceux qui travaillent devraient travailler davantage. Qu'on ne peut pas déconnecter. Le juste salaire, c'est le salaire. Le juste revenu, c'est celui qui correspond à la contribution au travers de travail à la création de richesse de chacun. La France est un pays de rente davantage qu'un pays axé sur le travail. Oui, c'est un pays qui est beaucoup un pays de rente, et c'est un pays qui paie ses rentes, en fait, en réalité, en amputant le travail et le revenu des générations futures, parce que c'est un pays qui constitue ses rentes par de la dette. On a substitué la dette au travail. Le travail a un résultat immédiat, la dette a un résultat dans le futur et un résultat négatif. Restaurer le sens du travail, c'est l'une des leçons. Jean-Marc Daniel ce matin, nouvelle leçon d'histoire économique, dette, inflation, transition énergétique, travail. On apprendra aussi que le charbon a été le principe du décollage économique du Royaume-Uni. Vous Absolument. revisitez cette histoire puisque vous parliez de Margaret Thatcher à l'instant même. Et puis je rappelle que Jean-Marc Daniel est au Théâtre de Poche à partir du 13 septembre, le lundi donc à 21h, autour de cette causerie économie. À quoi faut-il s'attendre? Merci.